Si ton ami te contredit, cède. C'est en cédant que tu sortiras vainqueur de la lutte. Borne-toi à jouer le rôle qu'elle t'imposera. Elle blâme, blâme. Tout ce qu'elle approuve, approuve-le. Ce qu'elle dira, dis-le. Ce qu'elle niera, nie-le. Elle rit, ris avec elle. Si elle pleure, ne manque pas de pleurer. Que votre premier soin, jeune fille, soit de veiller sur votre caractère. Les qualités de l'âme ajoutent des attraits au visage. L'amour fondé sur le caractère est durable. La beauté sera ravagée par l'âge et des rides sillonneront votre visage séduisant. Un temps viendra où vous regretterez de vous regarder dans votre miroir. Et ces regrets feront naître de nouvelles rides. La vertu suffit, dure toute la vie, si longue soit-elle, et entretient l'amour autant qu'elle-même subsiste. Lorsque le sommeil aura détendu vos membres délicats, par quel moyen donner de l'éclat à la blancheur de votre teint? Prenez de l'orge que les cultivateurs de Libye ont envoyé par mer. Dépouillez-la de sa paille et de ses enveloppes. Ajoutez une égale quantité d'herse, délayez dans 10 œufs. De toute façon, que le poids de cette orge mondée soit de 2 bonnes livres. Quand ce mélange aura été séché au souffle de l'air, portez-le sous une meule rugueuse, pulvérisée par une ânesse lente. Broyez aussi de la corne vive du cerf, de celle qui tombe au commencement de l'année. Mettez-en 1/6 de livre. Ensuite, quand le tout sera mélangé en une farine bien menue, passez immédiatement dans un tamis à mailles très serrées. Ajoutez 12 oignons de narcisse sans écosse, pilés d'une main vigoureuse dans un mortier de marbre bien nettoyé, puis 2 onces de gomme avec de la farine de froment de Toscane, sans préjudice de 9 fois autant de miel. Toute femme qui enduira son visage de ce cosmétique le rendra plus brillant, plus lisse que son miroir. Le passage que je viens de vous lire, ou plutôt les 2 passages que je viens de vous lire, sont tirés, le premier de L'Art d'aimer d'Ovide, qui est un auteur qui vivait à l'époque républicaine, à la fin de l'époque républicaine, et la deuxième partie est tirée d'un petit traité qui se trouve juste après dans l'édition que j'ai devant moi, de L'Art d'aimer, donc Ars Amandi en latin, d'un petit traité qui s'appelle Les produits de beauté pour le visage de la femme, du même auteur, donc Ovide. Je vous lis maintenant un deuxième passage, tiré, lui, du Satyricon de Pétrone. Parmi les nouveaux venus se trouvait un jeune garçon, pas du tout laid. Trimalchio l'investit et le mange de baisers. Fortunata, pour mieux établir ses droits conjugaux, se met à vilipender Trimalchio, le traite d'épluchure, de vieux salaud qui ne peut pas contenir ses passions devant le monde. Pour finir, elle ajoute « Chien !» Trimalchio, bouleversé, furieux de la vanille, envoie un calice par le nez de Fortunata. Elle se met à beugler comme si elle perdait au moins un œil et porte ses mains tremblantes à son visage. Consternée autant qu'eux-mêmes, Cynthia fait un rempart de son estomac à l'épouse trépidante. Mais un esclave officieux approche de la mandibule échymosée un Urquéleus plein d'eau froide. Sur quoi Fortunata se penche avec des lamentations et se prend à sangloter. Le second passage, je vous l'ai dit, est tiré du Satyricon de Pétrone, que vous connaissez, il y a peu de chance pour l'avoir lu, mais sans doute pour le film baroque qu'en a tiré Federico Fellini et qui est devenu un classique, qui est un ouvrage, enfin
un film très célèbre. Si je vous ai lu ces deux passages, c'est que je tenais absolument à vous renvoyer aux sources. Et vous savez que les historiens, quand ils travaillent à partir de documents. Tous les textes que je vous ai lus, donc, datent soit du 1er siècle avant Jésus-Christ, soit de la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, soit vraisemblablement de la première moitié du 2e siècle après Jésus-Christ. Autrement dit, ils datent tous de la fin de la République ou du Haut Empire. Vous voyez que ce sont des textes très, très différents. Alors, ils nous renseignent sur quoi? L'historien, quand il travaille, à moins d'être un biographe, ne cherche pas tellement à savoir en quoi les textes qu'il a devant lui nous renseignent sur la pensée de l'auteur. Ça, c'est un sujet qui intéresse davantage les philologues classiques. L'historien s'intéresse plutôt aux phénomènes de société. Quand vous entendez la lecture des deux textes que je vous ai lus, qu'est-ce qui vous frappe? Dans un premier cas, on a la vision d'Ovide, qui est bien la vision d'Ovide, mais tout auteur est lui-même lié à une époque donnée, donc il n'est pas tout à fait libre, encore évolue-t-il, d'exprimer ce qu'il veut. Il est déterminé sociologiquement, il est déterminé par son époque. En fait, l'art d'aimer que l'on met souvent en évidence comme, ou les amours de vie, comme des ouvrages qui montrent qu'à Rome, on pouvait aimer véritablement sa femme. Ici, pour l'avoir lu il y a 30 ans, je peux vous dire que c'est un manuel de drague, en fait. Et vous avez bien compris que Ovide, qui est un homme, donne des conseils à d'autres hommes dans l'art d'aimer. Dans le petit traité qui suit, et dont ici je vous ai lu qu'un petit extrait, d'autant plus qu'il s'agit d'un texte beaucoup plus court, en tout cas ce qui nous en reste, là il s'adresse aux femmes par contre. Mais il s'adresse aux femmes par rapport à ce que les hommes voudraient qu'elles soient. Donc, ça nous informe surtout sur la vision que les hommes avaient de la femme. Quant au second ouvrage dont j'ai lu des extraits, à savoir le Satyricon de Pétrone, vous avez remarqué que le ton est tout à fait différent. Il est question de deux personnages, Trimalchion, et d'autre part de sa femme Fortunata. Vous voyez que leurs rapports ne sont pas évidents. Hein? Cette femme Fortunata, quand on lit le sort qui lui est réservé, elle pourrait se plaindre dans une association pour la protection des femmes, puisqu'elle se fait battre par son mari. Enfin, ceci dit, je vous ai lu un extrait. Il se passe bien d'autres choses, bien sûr, dans ce roman. Cette femme, donc Fortunata, est intéressante, entre autres choses, parce que dans ce roman de Pétrone, on voit qu'elle va gérer les affaires de son mari, donc Trimalchion. Et ça nous informe donc sur les activités professionnelles que dans un certain milieu qui n'est pas le petit peuple et qui n'est pas la haute aristocratie, les activités professionnelles donc que les femmes pouvaient avoir et qu'elles participaient donc de près aux affaires, et plus particulièrement aux affaires commerciales. Il y a une semaine, on a fêté les droits de la femme, et non pas la femme. C'était la journée des droits de la femme, hein, le 8 mars. Cette fête, ou plutôt
cette journée, parce que s'agit-il vraiment d'une fête, ce n'est pas sûr du tout, au contraire, parce qu'elle est là pour rappeler que les femmes sont toujours dans un combat douloureux qui n'est pas terminé, et de loin, le sera-t-il d'ailleurs jamais, enfin on peut l'espérer. Et cette journée, en fait, a été instaurée en 1910, donc il y a plus d'un siècle maintenant, par une célèbre féministe combattante qui s'appelle Clara Zetkin. La semaine passée, nous avons étudié la condition de la femme à Athènes à l'époque classique, donc au 5e et 4e siècle. Je poursuis donc cette enquête, pas parce qu'elle est à la mode, mais parce qu'elle est tout à fait essentielle, et je crois qu'il est plus que nécessaire, lorsque vous serez professeur, de pouvoir travailler sur des textes, sur des documents, pour mettre en perspective la lutte des femmes aujourd'hui. L'an prochain, lorsque vous serez en deuxième année, au premier quadrimestre, je compte bien étudier avec vous la condition de la femme en Europe occidentale pendant le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 5e et le 9e siècle. Mais pour aujourd'hui, donc, je me limite donc à la condition de la femme ou des femmes à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ et aux 2 siècles qui suivent et qui correspondent donc au Haut Empire romain. Mon plan sera le suivant. Dans un premier temps, je vais définir et expliquer quel était le statut de la femme, ou plutôt les statuts des femmes à Rome pendant la période considérée. Dans un deuxième temps, et tout cela va s'enchaîner, il y a d'ailleurs des points qui vont se chevaucher, je parlerai des mœurs, des comportements en rapport avec l'amour et la sexualité, et enfin, dans un dernier temps, et je viens d'évoquer ce sujet il y a quelques minutes, il sera question des activités des femmes, qu'elles soient professionnelles pour le petit peuple ou pour ce que l'on pourrait appeler la classe intermédiaire, bien que ce terme sociologiquement n'a pas beaucoup de sens. Je vous parlerai également des divertissements des femmes appartenant aux élites. Et enfin, j'essaierai de montrer, mais de manière très brève, quelle était ou quelle n'était pas la place de la femme dans le domaine politique et sur le plan religieux. Je commence donc par la première rubrique que j'ai évoquée, à savoir le statut des femmes, les statuts des femmes. Je vais passer rapidement sur les droits des femmes en matière politique, puisqu'ils sont nuls. Les femmes, en fait, n'ont pas de droits sur le plan politique. Elles ne sont pas citoyennes, les femmes ne participent pas aux assemblées, elles ne participent pas au vote, et puisqu'il faut être citoyen pour participer également à la guerre, les femmes ne sont donc pas des militaires. Ça, c'est la première chose. Alors, nous allons passer maintenant très rapidement, enfin non, plus longuement, au contraire, sur les statuts civils de la femme. On va essayer de voir maintenant quels sont les droits des femmes sur le plan civil. La première chose à dire, c'est que les femmes sont mineures. Ça veut dire que toute leur vie, elles sont dans l'incapacité d'ester en justice. Ça veut dire qu'une femme n'existe pas juridiquement, sinon parce qu'elle a un père ou parce qu'elle a un mari, mais elle ne peut pas
pas assumer son propre destin en droit devant la justice. Toutefois, il y a une réserve à ce que je viens de dire. La première réserve, c'est que les femmes peuvent témoigner, et il y a une deuxième réserve, c'est que les femmes peuvent succéder, mais cette succession est limitée puisque elles n'interviennent dans la succession qu'après leurs frères et après leur mari. Donc, autrement dit, en matière successorale, les femmes existent juridiquement, mais ont un statut mineur. Donc, elles sont inférieures aux hommes. Donc, à part le témoignage et la succession, on peut dire que, en gros, c'est pratiquement tous les droits dont disposent les femmes. Pour le reste, elles sont donc incapables, c'est le terme juridique que l'on utilise, pour les enfants également, ou pour les handicapés, à l'heure actuelle encore, ou pour des personnes qui ont perdu la tête. On dit qu'ils sont incapables, donc ils ne sont pas en capacité d'ester en justice. Maintenant, la grosse affaire à Rome, dans la vie d'une femme, c'est le mariage. Entendons-nous bien, le mariage est à Rome une affaire de droit privé, c'est un acte privé. L'État n'intervient pas. Autrement dit, il n'y a pas de contrat comme chez nous, où si l'expérience vous tente, ça arrivera peut-être pour un certain nombre d'étudiants ou d'étudiantes ici, si vous vous mariez, eh bien, vous n'allez pas avoir l'équivalent d'un livret de mariage et ça ne va pas se faire devant des autorités. Donc l'État n'intervient pas. Ça, c'est important. L'objectif du mariage est la reproduction et la transmission du patrimoine. Donc, le mariage intervient en tant qu'alliance entre deux familles. Et tout se négocie entre deux pères de famille. Ce qu'en latin, on appelle un père de famille, celui qui est, je dirais, tout-puissant, on l'appelle un pater familias. Alors, un pater familias, en fait, pater, c'est un nominatif, en latin, qui est le cas pour le sujet, pour la fonction du sujet, et familias, en fait, c'est un génitif archaïque. Alors, un génitif archaïque, ça veut dire que c'est un complément déterminatif qui n'a pas la forme qu'il devrait avoir, puisque en latin cicéronien classique, on devrait dire pater familiae. Et ici, vous avez familias, qui est donc un génitif archaïque. Quels sont les types de mariage maintenant? Je viens de vous expliquer que le mariage est un acte privé. Il peut toutefois prendre plusieurs formes. Il y a deux grandes catégories. La première catégorie, c'est le mariage cum manu, et la deuxième forme, c'est le mariage sine manu. J'explique, ici il s'agit de termes latins, les deux expressions. Cum manu, ça veut dire avec la main. Manu, c'est un ablatif de moyen. Donc ça veut dire que dans un cas, on est sous l'autorité du père ou du mari, et dans l'autre cas, on l'est aussi, mais la position de la femme est beaucoup plus indépendante. Autrement dit, on va évoluer dans le temps du 1er siècle avant Jésus-Christ vers le 2e siècle après Jésus-Christ,
vers une progressive indépendance ou plus grande indépendance de la femme. Alors, je reprends le premier cas, cum manu. Il y a 3 cas possibles. Le premier cas, excusez-moi, c'est les termes latins, mais vous savez encore qu'aujourd'hui, les avocats utilisent des termes du droit romain. Hein, si vous lisez des documents que peuvent s'échanger des avocats, ou même que vous recevrez, vous allez voir qu'il y a des mots latins qui interviennent à certains moments et qui renvoient à ce droit qui remonte à l'Antiquité et qui, en gros, a été fixé au VIe siècle dans les codes Justinien. Alors, la première catégorie du mariage cum manu, c'est la confareatio. Confareatio. Vous avez les mots écrits en bas des pages que je vous ai distribuées. Hein? Alors, ce premier cas, je vais d'abord expliquer l'étymologie de ce mot-là, qui paraît assez barbare, plutôt. Hein? Alors, phare en latin, F-A-R, vous pouvez le traduire par blé d'une manière générale, et plus précisément par le terme épôtre. Alors, phareum, en latin, signifie le pain d'épôtre, qui est un pain sacré, qui était partagé au moment du mariage. Et donc, le mariage cum manu, catégorie confareatio, signifie que vous allez vous marier d'une certaine manière où, effectivement, ce pain d'épôtre, ce pain sacré va être partagé, et ce cas de figure correspond à une vieille pratique religieuse. Donc c'est une pratique ancestrale qui va devenir progressivement obsolète, caduque, et qui va finalement disparaître. Donc c'est la plus ancienne. Alors concrètement, puisqu'il s'agit d'un mariage religieux, il faut que le grand pontife soit présent, ainsi que un flamine de Jupiter, c'est-à-dire un prêtre qui lui est consacré. Deuxième catégorie, parmi le cas de figure mariage cum manu, c'est la coemptio. Coemptio. Coemptio, ça vient d'un verbe latin, coemere, donc coemo, à la première personne de l'indicatif. Emere en latin signifie acheter. Acheter. Donc la coemptio signifie un achat mutuel. Un achat mutuel, ça signifie que les deux patres familias, donc les deux pères de famille, se rencontrent. Il va y avoir un véritable don et contre-don. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça avec Madame Pierrement dans le cadre du cours de sciences sociales, ou bien ça se verra en deuxième ou en troisième année. C'est en fait un processus qui a été pas seulement mis en évidence, mais expliqué dans sa logique sociétale par Marcel Mauss, un grand anthropologue et ethnologue français. Donc il y a bien longtemps de cela, il y a presque une centaine d'années, un peu moins quand même, hein. En tout cas avant la Deuxième Guerre mondiale. Et on est vraiment dans une transaction commerciale, on n'est pas dans un acte religieux comme dans le cas de la confareatio,
il s'agit d'une transaction commerciale. C'est je te donne ma fille, toi tu me donnes autre chose en échange, c'est-à-dire la fameuse dot. Donc, on est en plein dans le commerce. Donc, les femmes, dans ce cas-là, sont un objet dans le cadre d'une transaction commerciale. Pour que cette transaction commerciale soit validée, il faut qu'il y ait 5 témoins présents. Enfin, il existe un troisième cas de figure, toujours dans l'hypothèse d'un mariage cum manu, c'est le mariage avec usus, donc avec usu, un ablatif alors. En fait, il s'agit là aussi d'une transaction, et là, c'est donc l'usage qui va déterminer la validité du mariage. On se rapproche ainsi, bien qu'il n'y ait plus de transaction commerciale dans dans l'hypothèse que je vais évoquer maintenant, le mariage sine manu, donc le mariage sans main, dans cette hypothèse, il suffit qu'un couple vive pendant 1 an ensemble pour que l'on considère qu'après 1 an, le mariage soit validé. Donc c'est beaucoup plus informel et c'est cette solution-là qui va progressivement prendre de plus en plus d'importance. Je vous ai dit que là, le premier cas de figure, celui du mariage avec confareatio, c'est le cas de figure qui va disparaître le plus vite, c'est la forme la plus ancienne, la plus religieuse. Maintenant, on va voir le rapport que la femme a à son corps. Je vous ai déjà cité tout à l'heure un extrait, mais là on y reviendra lorsque l'on sera dans les mœurs. Ici, je veux parler de choses beaucoup plus graves. C'est d'une part le problème de l'adultère et d'autre part le problème de l'avortement. L'adultère est sanctionné parce qu'il s'agit d'un acte extrêmement grave. La femme, d'ailleurs, il lui est strictement interdit d'avoir une relation adultérine, alors que pour l'homme, on n'est plus coulant. En ce qui concerne l'avortement, jusqu'au IIIe siècle de notre ère, l'avortement est autorisé, il n'y a pas de sanction s'il y a ce type d'acte qui est pratiqué. Ça va même plus loin. Les enfants peuvent être exposés, c'est-à-dire abandonnés, sans que cela entraîne des poursuites judiciaires. Seulement à la fin du IVe siècle que le problème sur le plan judiciaire va se poser. Enfin, lorsque vous aviez un enfant handicapé, mal foutu, vous pouviez le tuer. Donc là, je ne parle plus d'avortement, c'est l'enfant étant vivant, on constate qu'il est handicapé, et par conséquent, l'amour des parents, s'ils en ont, passera toujours derrière l'honneur et la transmission par le sang, par les gènes. Autrement dit, on pratique l'eugénisme. Littéralement, la bonne naissance. Lorsque je vous ai fait
fait un cours sur la condition des femmes à Sparte, vous vous en souvenez? Je vous avais expliqué que lorsqu'un enfant était handicapé, il était jeté dans un gouffre. Il ne faut pas juger évidemment avec nos yeux du XXIe siècle dans le cadre de la civilisation occidentale. On risque de faire, et même certains, au frais de l'anachronisme, et nous vivons d'ailleurs dans des sociétés qui ne reposent plus sur les mêmes bases, pas seulement idéologiques, mais tout simplement au niveau de la vie matérielle. Quand on fait l'histoire des mentalités, il ne s'agit pas, ce serait le plus grave des péchés, de projeter nos catégories sur des civilisations du passé. Sinon, il n'y aurait plus aucun intérêt à faire de l'histoire des mentalités. À ce moment-là, on projette des catégories, on fait peut-être une sorte de philosophie intemporelle, mais qui correspond à des valeurs propres à un moment donné. Mais en aucun cas, on fait de l'histoire. Faire de l'histoire suppose que l'on analyse les documents d'une manière critique, avec un détachement, pour essayer de voir ce qui fait la singularité des événements du passé, justement, par rapport au présent. L'histoire est la science, enfin, le mot science est peut-être exagéré, mais est en tout cas une activité intellectuelle qui recherche le singulier. Ce n'est pas pour autant que c'est la science des différences seulement, elle cherche aussi les régularités, mais il ne faudrait pas la confondre avec une discipline qui s'apparenterait à une sociologie du passé. Ce n'est pas cela, ou à une anthropologie du passé, où c'est l'être universel qui serait recherché. Maintenant, la femme peut être répudiée. Le divorce peut se faire des deux côtés. Une femme ne peut pas répudier un homme, mais par contre, il peut y avoir décision commune de divorce parce que l'on ne s'entend pas. Et l'idée d'une coopération entre les membres du groupe, ça paraît tout à fait essentiel. Les enfants eux-mêmes, nés d'un couple marié, sont légitimes. Ils portent le nom du père. Passons maintenant aux mœurs, c'est-à-dire au comportement, aux manières d'être, aux coutumes. Je viens de vous parler longuement du mariage. Le mariage se fait dans le cadre d'une cérémonie. Cette cérémonie présuppose d'abord un accord des dieux. Donc, on interroge les augures, on voit si les auspices sont bonnes. Une fois que cela a été fait, il y a tout un processus qui va suivre. Le jour du mariage, la fille va être coiffée, on va plutôt lui tresser les cheveux d'une certaine manière, il y aura 6 tresses précisément. La nuit qui va suivre, le mari va l'emporter dans sa maison en lui faisant franchir le seuil de sa maison en la portant. Ce rite évoque sans doute ou peut-être l'enlèvement des Sabines
qui appartient à la légende des origines de Rome. Sur le plan de la sexualité et de l'amour, maintenant, on a longtemps cru, ou on a longtemps affirmé que l'amour n'existait pas ou très peu à Rome, puisque le mariage était avant tout une affaire de gros sous, une affaire politique d'alliance entre deux familles. En fait, une recherche plus attentive a montré qu'il existait bien des relations amoureuses entre les Romains et que cette relation va aller en s'accentuant de la République vers le Haut Empire. Je vous ai déjà dit que les relations adultérines sont strictement interdites pour la femme. Et dans quelques minutes, je vais vous parler de la prostitution. Quelles sont donc les activités des femmes? Premières activités, tout d'abord, les activités professionnelles. Et je vais d'abord décrire les activités professionnelles du petit peuple, qui constitue, bien entendu, l'immense majorité de la population. Les femmes du petit peuple soit travaillent avec leur mari, soit elles peuvent, tout en étant mariées, travailler à l'extérieur pour avoir des revenus. L'essentiel de leurs activités sont des activités, je parle à Rome, dans la ville de Rome, je ne parle pas de la campagne ici, sont des activités artisanales ou commerciales. Autrement dit, il y a beaucoup de femmes qui pratiquent des artisanats divers et qui tiennent boutique ou travaillent dans une boutique. À côté de ça, dans la classe dite moyenne, mais je vous ai dit que, à mes yeux, en tout cas dans ma vision de l'histoire sociale, le terme de classe moyenne est un mot qui est ambigu et qui sert souvent de fourre-tout sur le plan catégoriel et qui est une manière aussi d'éviter de comprendre la dynamique à l'intérieur des sociétés. Je vous ai dit tout à l'heure que Fortunata gère les affaires de son mari Trimalchio. Donc, on ne peut pas dire que, en tout cas, ce cas précis, les femmes sont minorées. Donc, si elles sont incapables en matière juridique, sur le plan économique et social, elles peuvent avoir des fonctions qui ne sont pas obligatoirement des fonctions de subordination. Ceci dit, la femme romaine est très clairement subordonnée jusqu'à son mariage, 12-14 ans, ou plutôt 12 ans plutôt, à son père et par la suite à son mari. Ça, il n'y a aucun doute, on est bien dans une société hiérarchique et patriarcale. Donc il ne faut pas embellir le passé. En ce qui concerne maintenant les divertissements des élites, à l'origine, la matrone. Alors, matrone, qui a pris en français un terme, une signification plutôt péjorative,
le terme matrona en latin n'est pas péjoratif du tout. Il correspond au statut de la femme traditionnelle qui appartient plutôt justement aux couches moyennes ou supérieures de la société. Et la fonction de la matrone, c'est de gérer le ménage, d'être la maîtresse de maison. Vraiment, le terme ici s'adapte parfaitement à sa fonction. Elle est la maîtresse de maison. Elle s'occupe du tissage, de la confection, de la cuisine. Mais dès lors que l'hellénisation de la société romaine fait son apparition à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui correspond au conflit, aux guerres contre la Macédoine et contre la Grèce, eh bien, à partir de cette hellénisation, les femmes de l'élite, de l'aristocratie, ne vont plus vouloir s'occuper de ces aspects matériels de la vie et vont vouloir un autre style de vie. D'autant plus que les conquêtes du IIe siècle vont enrichir considérablement l'oligarchie romaine et donc ces conquêtes vont permettre une augmentation très sensible des revenus. Au cours précédent, je vous ai expliqué que pour être sénateur, il fallait être l'équivalent d'un milliardaire aujourd'hui. Je vous avais parlé de revenus de 1000 sesterces, donc d'1 million de sesterces, pour les chevaliers de 500 000. Donc vous voyez que c'était des sommes tout à fait considérables pour l'époque. Dès lors, les femmes vont vouloir se divertir. Je vous ai lu tout à l'heure un passage tiré du traité sur la beauté des femmes, où j'essaie de retrouver le titre précis, c'était les produits de beauté des femmes. Ça ne concerne évidemment ça ne concerne pas les paysannes, ce que je vous ai lu. Ça ne concerne pas les basses classes, les filles à plebs. Le fait de se maquiller, d'utiliser de la craie, par exemple, ou d'avoir un teint comme ça, où le blanc dominait mais légèrement rosé, ce sont des comportements de l'aristocratie. Donc il y a le désir d'être belle pour correspondre à un idéal social, à un code social. Il y a aussi l'idée de vouloir s'enrichir intellectuellement, non pas pour jouer aux précieuses ridicules, mais enfin un petit peu, comme chez Molière, c'est-à-dire que l'on aime bien être entouré de poètes, on aime bien être entouré de compagnons qui sont des artistes, mais la plupart du temps, les femmes sont davantage des mécènes, des protectrices des artistes et des poètes, plus particulièrement des musiciens, plutôt qu'elles sont eux-mêmes des artistes, justement. Alors, leur rôle sur le plan religieux et sur le plan politique. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que les femmes n'ont pas de statut politique puisqu'elles ne sont pas citoyennes. Donc, elles n'ont pas les droits et les devoirs des citoyens. En revanche, elles peuvent avoir, pour ceux qui, ou plutôt pour celles qui appartiennent à l'aristocratie ou à la cour impériale, elles peuvent avoir un rôle d'influence, je dis bien un rôle d'influence.
n'est pas lié à un statut juridique particulier, mais lorsque l'on est la mère, la sœur, l'épouse de l'empereur, sa maîtresse, ou que l'on fait partie de sa famille, eh bien, en tant que femme, on peut avoir une influence sur la gestion des affaires. Ce rôle va aller grandissant. Et on va avoir, pensez à l'époque de Néron, des femmes qui vont jouer un rôle important. On pense à Agrippine, la mère, sa propre mère, qui va tuer, vouloir tuer, et tuer d'ailleurs réellement. D'autres femmes vont jouer un rôle important, par exemple Messaline à cette époque-là, il y en a d'autres, Livie, Octavie, etc. Des femmes vont jouer un rôle très important, mais là on sort un peu de notre période, c'est juste après, c'est à l'époque des Sévères, à l'époque où il va y avoir des princesses syriennes venant de Syrie qui vont être, en tant qu'impératrice ou en tant que mère d'empereur ou sœur d'empereur, vont jouer un rôle très très important. Très très important. Mais là je suis en dehors, puisque vous savez que l'époque des Sévères, c'est vraiment, commence à la fin du IIe siècle pour se terminer en 235 de notre ère. Donc on sort des sentiers que j'avais tracés dans mon plan chronologique tout à l'heure. Voilà, il me reste maintenant à conclure. Vous avez retenu, en tout cas j'espère, que être femme à Athènes, ça n'a rien à voir avec le statut des femmes occidentales au début du XXIe siècle. Toutefois, les progrès en matière de statut de la femme sont relativement récents, comme vous le savez. C'est essentiellement dans les années 60 que dans nos régions, en Europe occidentale, les choses ont vraiment progressé. Et encore très lentement. Il a fallu attendre les années 70 du XXe siècle pour que les femmes puissent ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Tout ça est très tardif. Il y a toute une série, je pourrais vous donner des tas d'autres exemples, mais enfin mon cours ne porte pas ici sur la deuxième moitié du XXe siècle, elle porte sur la Rome de l'Antiquité. Donc ce qui est important à retenir, c'est que le combat des femmes est en cours pour l'instant, mais que déjà dans l'Antiquité, bien que l'on était dans une société incontestablement patriarcale, une société très hiérarchisée, et je vous ai dit que la femme est une mineure face à son père, face à ses frères et face à son mari, il n'en demeure pas moins que l'on assiste à un progrès de la République vers le Haut Empire. Il y a une progression, il y a une relative émancipation. Je dis bien relative, donc la femme romaine, au 1er et au 2e siècle, a vu son sort, au moins sur le plan juridique, progresser. Ensuite, que retenir? L'idée que les hommes, et on l'a vu à travers le texte d'Ovide, les textes d'Ovide, les hommes, ils pensent les femmes en tant qu'hommes. Donc les représentations que nous avons des femmes à Rome dans l'Antiquité, ce sont des représentations d'hommes. On n'a pas d'écrit féminin. Donc, la boucle est bouclée, je reviens à mon introduction, et dans mon introduction, je vous disais que l'histoire se fait à partir de documents. Évidemment, on doit formuler des hypothèses, avoir une problématique, ce que vous allez apprendre à faire lorsque vous allez préparer vos leçons, et ce que vous allez apprendre à faire à vos élèves, surtout, dans le cadre de l'autoconstruction du savoir. Mais il n'en demeure pas moins que sans document, on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut, on ne peut pas les valider, et par
Je vous montre maintenant quelques livres qui pourraient vous servir pour approfondir mon propos. Alors, des ouvrages généraux, sous la direction de Philippe Ariès et Georges Duby, Histoire de la vie privée de l'Empire romain à l'an 1000, dans la collection Point. Alors, dans la même collection, donc au seuil, mais édité également dans la collection Point, vous avez l'histoire des femmes, sous la direction du même Georges Duby et de Michel Perrault. Donc, il y a une partie qui concerne l'histoire de l'Antiquité, premier volume. La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire, c'est un grand classique de Jérôme Carcopino. Alors, vous avez tout un chapitre sur les femmes. Alors, de la page 97 à 125, le chapitre 2 de la section 2 s'intitule « Le mariage, la femme et la famille, vertu et vice ». Donc, ça concerne le Haut Empire, donc c'est-à-dire le 2e siècle de notre ère, donc le siècle des Antonins, donc l'époque d'Antonin Pieux, d'Adrien, de Marc Aurèle, etc. Alors, c'est un ouvrage qui est tout à fait classique et que je vous commence vraiment de lire. Il se lit très très facilement, c'est un ouvrage savant, mais qui se lit vraiment très très facilement, quoi que l'on puisse penser par ailleurs de Jérôme Carcopino, qui était ministre d'éducation du gouvernement du maréchal Pétain sous Vichy. C'est un excellent historien, il n'en demeure pas moins. Alors, d'Aline Roussel et de deux autres, la famille dans la Grèce antique et à Rome, dans les éditions complexes. Donc je vous montre ici que les ouvrages dont je me suis réellement servi pour préparer ce cours. Alors, Histoire de la famille, préface de Claude Lévi-Strauss, le plus grand anthropologue, et de Georges Duby, qui revient une fois de plus, tome 1, rédigé entre autres par André Burrière, et où il y a tout un chapitre sur la famille à Rome. Je vous le montre, c'était publié chez Armand Collin. Alors, vous avez remarqué que j'ai fait à plusieurs reprises référence au droit romain, lorsqu'il était question du mariage et du statut civil de la femme. Je vais vous renvoyer vers deux ouvrages faciles d'accès. Le premier de Jean Humbert, Le droit antique, en que sais-je, et un autre dû à John Gillissen, qui était mon professeur d'histoire du droit à l'université. Donc, Introduction historique au droit, troisième partie, éléments d'histoire du droit privé. Donc, c'est le troisième volume. Jean-Noël Robert, Eros romain, collection plurielle. Les mystères du gynécée de Paul Veyne et d'autres chez Gallimard. Et enfin, mais là c'est pour l'époque qui se trouve juste après la nôtre, ici, d'Aline Roussel, aux presses universitaires de France, Pornéa. Alors, c'est un ouvrage qui porte pour sous-titre « De la maîtrise du corps à la privation sensorielle, 2e, 4e siècle de l'ère chrétienne ». Voilà. J'aurais pu vous parler aussi, ça me vient seulement à l'esprit par association d'idées par rapport au titre de cet ouvrage qui ne porte justement pas sur la prostitution, mais la prostitution à Rome était très mal considérée, mais elle était fréquente pour des raisons alimentaires, malheureusement. Vous devez imaginer que ça se passait un petit peu comme dans certaines villes ou mégalopoles de pays sous-développés à l'heure actuelle, à
Bombay, à Calcutta, où il y a des femmes qui se prostituent comme ça, dans des conditions épouvantables sur le plan d'hygiène, mais aussi sur le plan moral, sur le plan financier, en Inde, par exemple, mais ça se passe aussi en Afrique, par exemple, et ailleurs qu'en Inde, en Thaïlande, etc. Voilà. J'ai dit.